Djoliba Morning News. Le Mali ne permettra à aucun État ni à aucune institution de lui dire avec qui il peut traiter. Déclaration de Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères en visite en Russie. Point de presse sur la situation salariale des entraîneurs des sélections nationales de sport. C'était ce jeudi 11 novembre 2021 au ministère des Sports. En Afrique du Sud, le président Ramaphosa salue le courage de De Klerk, mort ce jeudi à 85 ans. Bienvenue à toutes et à tous dans ce Djoliba Morning News, chers téléspectateurs. Le ministre malien des Affaires étrangères effectue une visite en Russie, une visite qui fait suite à une invitation de son homologue russe. Les deux diplomates ont discuté sur une collaboration dans le domaine de l'énergie, des mines et de la défense. Harouna Salia Kone revient sur les grandes lignes. Le chef de la diplomatie russe promet à son homologue malien que son pays s'engagera dans la lutte contre le terrorisme dans un contexte de retrait des forces Barkhane. Nous allons faire tout ce qui est possible pour éviter que la menace terroriste pèse sur la structure de l'État, puisqu'il y a un risque de pénétration de terroristes dans le nord du pays. Et conformément à la décision de retrait prise par les autorités françaises et la fermeture de 3 bases militaires sur 5, justement dans les zones là où les groupes terroristes sont les plus actifs. L'agriculture, la défense, les énergies et les mines sont entre autres les domaines sur lesquels les échanges entre les deux diplomates se sont portés. La coopération est très avancée avec l'obtention des équipements spéciaux pour l'exploration des sols, selon Sergueï Lavrov. Aujourd'hui, nous avons parlé des domaines sur lesquels il convient de mener des efforts en commun et qui nous paraissent les plus prometteurs. Il s'agit de l'énergie, de l'exploration des sols, des technologies Internet, de l'agriculture. Et sur ces questions, des contacts sont déjà établis entre les associations des milieux d'affaires, Hydro par exemple, pour des équipements spéciaux pour l'exploration des sols. Et cela nous permet d'envisager des projets d'envergure beaucoup plus grande. En ce qui concerne la coopération entre le Mali et la société russe Wagner, le ministre Abdoulaye Diop regrette que le Mali soit victime d'un procès d'intention. Nous avons eu aussi des échanges directs avec nos homologues français sur cette question et eux-mêmes ont admis qu'il n'y a eu aucun acte, aucun contrat qui a été signé dans ce cadre. Maintenant, il est question de juger le Mali sur la base d'intentions que les autorités maliennes peuvent avoir ou sur la base de rumeurs ou d'articles de presse qui sont commandités ici et là, sur lesquels on n'a pas vraiment à répondre. Mais je peux vous dire aujourd'hui qu'il n'en est absolument rien. Mais ceci s'inscrit aussi dans le cadre d'une campagne de dénigrement des autorités maliennes pour pouvoir vraiment nous mettre à mal avec nos voisins, avec la communauté internationale. Dans la même veine, il précise que le Mali est souverain. Une souveraineté qui lui donne le droit et le devoir de traiter avec qui il veut. Mais ce qui est important à retenir, c'est que la relation entre le Mali et la Russie, c'est une relation d'État à État. Et le Mali ne permettra à aucun État, ni à aucune institution, de lui dire avec qui elle peut traiter. Je crois que tous les pays défendent leurs intérêts. Pourquoi le Mali va défendre les intérêts d'un autre pays? Nous défendons les intérêts de notre population. Notre préoccupation aujourd'hui, ce n'est pas ces compagnies de sociétés. Notre préoccupation, c'est comment sécuriser le territoire malien, comment créer les conditions d'un retour à l'ordre constitutionnel normal dans les meilleurs délais au niveau du Mali. Par ailleurs, Sergueï Lavrov affirme que le ministre Abdoulaye Diop lui a invité à se rendre au Mali. Une invitation qu'il dit avoir acceptée volontiers. La salle de conférence du ministère des Sports a été le lieu d'un point de presse ce jeudi 11 novembre 2021. L'objectif était d'apporter des éclaircissements sur les arriérés de salaire des entraîneurs des sélections nationales de football et de basketball. Amadou Tolo et El Hadji Malik Guitei pour les détails.
Pour faire la lumière sur la situation des salaires et accessoires des entraîneurs des sélections nationales des sports, Moussa Ag Attayer, ministre de la Jeunesse et des Sports, a animé ce jeudi 11 novembre 2021 un point de presse au ministère des Sports. De prime abord, le ministre a tenu à faire le point de la situation qui concerne 27 entraîneurs, dont 16 pour le football et 11 pour le basketball. Ces entraîneurs accusent depuis 2019 un retard dans le paiement de leurs salaires et accessoires. Le montant évalué de l'ensemble de ces arriérés de salaire est de 2 milliards 68 millions 567 025 francs CFA. Et 784 639 704 francs CFA pour le basketball. Ainsi, pour trouver une réponse durable et appropriée, les ministres des Sports et celui des Finances ont travaillé en étroite collaboration pour mobiliser une partie de l'argent. Et le résultat de l'ensemble de ce travail a abouti à la mise à disposition immédiate de 400 millions de francs CFA, soit 19,34% du montant total dû aux entraîneurs. Ce montant permet donc de payer les arriérés des salaires et accessoires des entraîneurs, dont le décompte, nous l'avons commencé à partir du mois d'octobre 2020. 9 mois pour l'équipe senior et junior de basketball, entre autres. Pour pallier à ces problèmes, le département des sports a pris certaines mesures. Première mesure, tous les entraîneurs seront engagés sur la base d'un contrat d'objectif et durant seulement la période d'activité. 2. Le processus de négociation et de signature des contrats des entraîneurs se fera de manière collégiale entre toutes les parties prenantes, c'est-à-dire le ministère des Finances, le ministère des Sports et les fédérations sportives. 3. Toutes les dispositions seront prises pour faire observer ces mesures par les services compétents, en particulier la Direction nationale des sports et de l'éducation physique. Pour rappel, le ministre a tenu à préciser que le reliquat dû aux entraîneurs sera réparti sur les exercices budgétaires 2022, 2023, 2024, conformément à la lettre envoyée par le ministère en charge de l'économie et des finances. Ce mercredi 10 novembre 2021, l'entreprise B2Gold a organisé des sessions d'information avec les fournisseurs locaux sur le développement du contenu local. Objectif, informer et sensibiliser les fournisseurs locaux sur les enjeux et challenges auxquels les sociétés minières font face. Reportage Fantadjara et Boureima Doubari. B2Gold, dans sa politique de contenu local, veut améliorer sa collaboration avec les entreprises maliennes, dans le but de les amener à être plus familières avec les procédures d'approvisionnement et des paiements des B2Gold. Le représentant du ministère des Mines s'est réjoui de ce genre d'initiative. Le problème qu'on avait eu au départ, c'était qu'il n'y avait pas de plateforme, il n'y avait pas de cadre où les gens pouvaient se retrouver, partager cette idée de contenu local, partager les besoins des mines. Nous avons d'abord, lors de la lecture du code minier, on a mis des dispositions dans la nouvelle loi qui permettent de créer ce cadre, qui permettent de créer également un portail où on aura toutes les informations des besoins des mines qui seront diffusés, qui seront publiés par an. Donc tous les opérateurs économiques, tous les Maliens qui veulent quand même exercer dans ce domaine auront les informations sur ce portail. Et quant au gouvernement, je crois que ça ne fera qu'augmenter la part de l'activité minière dans le PIB. Ça sera un outil vraiment de lutte contre la pauvreté. Le directeur des finances de B2Gold, Issa Diarap, explique davantage les raisons de cette session. Depuis son arrivée au Mali en 2015, B2Gold a voulu privilégier la collaboration avec les fournisseurs locaux. Et on a commencé avec certains fournisseurs, mais on s'est confronté à un problème de compétences. C'est-à-dire, OK, il y avait tous des retards dans les livraisons, dans l'exécution des tâches. On dit, compte tenu de cette incompétence, essayons de les former les fournisseurs locaux. Donc il y avait la phase de construction qu'il fallait faire d'abord, donc la construction est terminée. Maintenant, on est dans une phase où il faut former les fournisseurs, les faire comprendre les besoins des mines, les faire comprendre les bases de la gestion d'entreprise et afin de pouvoir travailler avec eux. C'est pour cette raison qu'on a voulu organiser cette session aujourd'hui. Bassadi Touré, un participant, s'est dit satisfait de la tenue de cet événement. Très nécessaire, elle est utile, elle va nous permettre de parler, de comprendre les difficultés des uns et des autres pour pouvoir avancer. Parce qu'on a intérêt à ce que
les entreprises locales puissent vraiment s'intégrer dans les mines pour avoir plus de retombées locales de ces sociétés minières. L'ensemble des Maliens disent, bon, on ne voit pas l'or briller, mais ils ne doivent pas chercher l'or en tant que tel. Il faut, qu'est-ce qui fait qu'on produit? Il faut s'attaquer à ça. C'est ça qui va permettre à l'or de briller pour les Maliens. Sinon, l'or là en tant que tel n'est pas important. Assurons-nous qu'on va acheter le maximum de choses ici. Ça va non seulement permettre de former les jeunes, ça va nous donner des capacités et on va avoir de l'argent dans notre économie. Pour rappel, ces sessions visent à mieux outiller les entreprises maliennes pour qu'elles répondent aux offres venant de B2Gold. Ils sont 20 fournisseurs locaux sélectionnés pour participer à cette session d'information et d'échange. À noter que cette session d'information était prévue pour 2 jours et a pris fin durant l'après-midi de ce 11 novembre 2021. Le ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau organisera la 9e édition des Journées minières et pétrolières du Mali du 16 au 18 novembre 2021. Elle aura pour thème développement du contenu local, enjeux, perspectives et rôle de l'État. Diarra Binta Traoré, conseillère technique au ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, nous en dit plus. Elle est au micro de Adama Sanogo. Donc, ce point de presse est la volonté du ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, qui a tenu à ce qu'on le tienne pour informer tous les partenaires, informer la presse et informer la population de la tenue des Journées minières et pétrolières du Mali du 16 au 18 novembre 2021. Ça sera au Centre international de conférence de Bamako. Et c'est un événement que nous organisons tous les 2 ans, depuis 2005. Nous sommes à la 9e édition. Et l'objet de cet événement, c'est vraiment promouvoir le secteur minier et le secteur pétrolier de notre pays, présenter ses potentialités et échanger avec toutes les couches qui seront présentes, la contribution du secteur à l'économie nationale et parler de son avenir, de ses perspectives et comment arriver à avoir un secteur minier et pétrolier qui profite à l'État et qui profite à sa population. Donc cette année, le thème choisi, c'est le développement du contenu local, les enjeux, perspectives et rôle de l'État. La contribution du secteur aujourd'hui est estimée à plus de 400 milliards de francs CFA à l'économie nationale. Et nous pensons que cette contribution peut être améliorée et que cela ne peut se faire qu'à travers les entreprises nationales qui sont présentes. Que ces entreprises nationales qui sont sous-traitantes aux fournisseurs locaux puissent vraiment avoir des marchés dans les entreprises minières privées. Le gouvernement maintient à 250 francs la baguette de 300 grammes. La Fédération des boulangers et pâtissiers du Mali refuse de suivre les instructions du ministre de tutelle. Certains boulangers sont en arrêt de production de pain pour protester contre cette mesure. Plus de détails dans ce commentaire de Aminata Traoré. Suite à une assemblée générale de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, des boulangers ont décidé d'observer un arrêt de travail jusqu'à ce que la baguette de 300 grammes soit vendue aux consommateurs à 300 francs au lieu de 200 francs CFA. Conséquence, hier, beaucoup de Bamakois se sont résolus à prendre le petit déjeuner sans pain. Dans la plupart des boutiques et des boulangeries de la capitale, cette denrée très consommée n'était pas disponible. Le président de l'Union des boulangers du Mali indique qu'à partir de ce mercredi 10 novembre, leurs portes restent fermées parce qu'ils sont dans l'impossibilité de produire du pain. Il insiste sur le fait qu'ils ne peuvent pas acheter un sac de farine à 21 000 francs pour faire des baguettes de pain qui seront vendues à la suite à 250 francs CFA. Selon lui, c'est synonyme de perte. Le président de l'Union des boulangers du Mali invite les gouvernements à négocier avec l'ensemble des boulangers afin de parvenir à un compromis qui arrange toutes les parties. Il est à rappeler que lors de sa rencontre mardi dernier avec les acteurs du secteur, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Mahamoud Ould Mohamed, constate les désagréments causés par les grèves des boulangers de la semaine dernière, a clairement indiqué que le prix du pain reste inchangé. L'administration du lycée Castor a procédé ce lundi 8 novembre 2021 à la cérémonie solennelle de graduation de ses bacheliers 2021. Moussa Tembine pour le reportage. Ils sont au nombre de 402 élèves à avoir réussi aux examens du baccalauréat 2021 au lycée Castor. Pour magnifier cette réussite, l'administration de l'école a organisé une soirée de graduation à l'honneur des bacheliers. Pour le porte-parole des élèves, ce diplôme est le fruit du travail. Ce diplôme
qui représente en quelque sorte le travail abattu de façon opiniâtre, obstinée pendant toutes ces longues années. Nous entamons maintenant un nouveau cycle dont l'issue nous ouvrira les portes de nos professions respectives. J'espère la réussite pour chacun d'entre nous. Quant au porte-parole des parents d'élèves, il est très satisfait de la qualité du travail abattu par les enfants. Nous fêtons nos enfants, ici présents, pour la qualité de leur travail et les résultats remarquables auxquels ils sont parvenus, notamment pour beaucoup d'entre eux, la mention au baccalauréat malien 2021. Chers enfants, cette réussite au bac vous ouvre les portes de l'enseignement supérieur avec des défis encore plus importants, avec plus de responsabilités que vous devez relever pour atteindre vos objectifs. Malgré la difficulté liée à la pandémie de la COVID-19 et les différents stress, les élèves ont pu faire un résultat exceptionnel selon l'administrateur général du lycée Castor. Je disais au début que vous avez été une génération qui a connu un parcours plus difficile, mais c'est tout en votre honneur, parce que malgré la difficulté, malgré le stress, malgré les masques, malgré toutes les conditions d'apprentissage les nouvelles conditions qu'on a pu mettre dans les classes, vous avez été capable de suivre et de passer haut la main le baccalauréat. Mais le baccalauréat n'est pas une fin en soi, c'est le premier diplôme universitaire. Le bac n'est qu'une première étape, ça vous ouvre les portes. Donc, c'est un moment de réflexion. L'euphorie du baccalauréat est terminée, il faut qu'on revienne au sérieux. Et c'est le sérieux qui commence avec l'université. La soirée a été sanctionnée par des remises d'attestation et une note musicale de l'artiste Mohamed Djabi. Seule parmi les hommes à l'artisanat, Assitan Koulibaly, âgée de 24 ans, est la seule bijoutière à exercer ce métier. Notre reporter Adama Sanogo s'est intéressé à la vie de cette jeune femme battante. C'est le dossier de la rédaction. Suivant. Elle fait tout ce que les hommes font comme métier. Elle est courageuse. Elle aime son boulot. Elle le fait sans se décourager. Elle a le courage et l'intelligence. Elle s'appelle Assitan Koulibaly. Entre le feu et le fer, la bijoutière a décidé de tirer de là son pain quotidien. Ici, dans ce petit appartement que la brave dame loue avec ses amis, constitue pour eux le lieu de la finalisation des bijoux commandés par des clients. Considérée pour le moment comme la seule femme de ce secteur à l'artisanat, elle a eu l'amour de ce métier depuis son bas âge. Dès lors, elle en a fait carrière. Je n'ai pas fait de formation, j'ai juste aimé ce métier. À mes heures de pause, je venais auprès d'un de mes grands frères qui faisait ce métier. C'est ainsi que j'ai eu l'amour du métier. Je n'ai pas pu terminer mes études et je suis devenue bijoutière. Les bijoux fabriqués par Assitan Koulibaly sont commandés même hors de Bamako et ils sont vendus à différents prix en fonction de leur valeur. Il y a tous les prix, ça dépend du modèle. Il y a des modèles simples qui coûtent 12 500 et 15 000 francs. Il y a certains qui coûtent 200 000 et 300 000. Il y a également pour 60 000 jusqu'à 300 000. Voici pour 60 000 francs à débattre. Et ça, c'est à 70 000. Aujourd'hui, avec son niveau d'études de 7e année et bénéficiaire du trophée de la femme battante en 2017, elle tire beaucoup d'avantages de ce métier de bijouterie.
Ce métier m'apporte beaucoup d'avantages. J'arrive à subvenir à mes besoins. Je règle mes problèmes avec ce que je gagne. Les difficultés, Assitan Coulibaly en rencontre dans ce milieu, mais elle les affronte sans toutefois baisser les bras. La bijouterie sous-entend les difficultés. La chaleur du feu, le marteau et l'acide me fatiguent énormément. La charge et la pression de la bijouterie ont même rendu maladive la bijoutière au tout début de son boulot. J'avais eu mal à la poitrine en 2017. Je n'étais pas encore habituée à ce métier à l'époque. Maintenant, je suis habituée. Je ne ressens plus rien. Aussi, la résistance de la famille face à son choix a été l'une des expériences phares que la héroïne a affrontées avec courage. Ma famille n'aimait pas ce métier. Il était à la cause de plusieurs disputes, surtout avec ma grande sœur et ma mère. Toutefois, elle a des ambitions futures pour ses jeunes sœurs et pour elle-même. Mon rêve est d'ouvrir une école, mais sans fonds, tout est impossible. Je veux ouvrir également mon propre atelier pour bien recevoir mes clients. Il n'existe pas de métier pour homme ni pour femme. L'essentiel est d'être passionné et d'avoir son pain quotidien. Assitan Coulibaly invite ses consoeurs à travailler afin de devenir indépendante. Comme elle le dit, je cite, « La femme ne doit pas toujours attendre tout de l'homme. » Et voici l'image du jour, le plus grand musée du Congo. Situé dans la province de Kwilu, le musée de Kungu conservait une des plus importantes collections d'art africain de la République démocratique du Congo, d'une valeur totale estimée à 15 millions d'euros. Les œuvres d'art qui étaient dans ce musée, notamment les célèbres masques de la tribu Pendé, datent les uns de 1890, d'autres encore de 1925. Le bâtiment du musée est complètement parti en fumée. Édifice de 20 mètres sur 10, le musée de Kungu a été construit en 2008 grâce à un financement de la coopération technique belge CTB à hauteur de 37 000 $. En juillet 2022, le musée devait être la principale attraction du Festival international du Kungu. Maintenant, suivons l'actualité hors de nos frontières avec Oumou Makalou. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'exprime pour saluer la mémoire de Klerk, le dernier président du régime d'apartheid qui a libéré Nelson Mandela et mis fin au régime raciste de l'apartheid, mais dont les déclarations publiques ces dernières années ont terni l'image auprès des Sud-Africains. Il est mort jeudi à 85 ans. Cela nous attriste parce qu'il a joué un rôle clé dans l'introduction de la démocratie dans notre pays. C'était le leader d'un parti qui était largement discrédité à cause du rôle joué par le Parti national dans la mise en place de l'apartheid. Mais il a eu le courage de s'écarter du chemin pris par son parti depuis 1948. Et nous nous souviendrons de lui pour cela. Frédéric de Klerk a grandi dans une famille ultra-conservatrice. Son grand-père est l'un des fondateurs du Parti national. Lorsqu'il devient ministre, l'Afrique du Sud est dans la tourmente. Les émeutes de Soweto sont réprimées dans le sang en 1976. Il succède en 1989 à Peter Botha, affaibli par la maladie, à la tête du pays. Les sanctions internationales contre l'Afrique du Sud se sont intensifiées. La contestation à l'intérieur du pays ne cesse de monter. Le conservateur doit conduire des réformes. Il annonce la fin du régime blanc. Des combattants pro-gouvernementaux yéménites soutenus par l'Arabie saoudite tirent sur des positions houthis sur le front d'Al-Mouala, dans de nouveaux affrontements acharnés pour la conquête de la ville stratégique de Marib, dernier bastion du pouvoir dans le nord du Yémen, dont tentent de s'emparer les rebelles houthis depuis 7 mois.
Le moral est au plus haut et la victoire est à nous. Les combattants sont prêts et Marib est loin de la portée des Houthis. Nous aspirons à libérer toute la République de ceux qui veulent s'emparer de notre pays. Cela leur est interdit et nous libérons le Yémen et tous ses territoires. La coalition intervenue au Yémen en 2015 indique presque quotidiennement depuis plus d'un an infliger d'importantes pertes aux rebelles houthis. Mais ces derniers affirment tout de même avancer vers la ville de Marib, chef-lieu de la province du même nom et principal objectif des rebelles. Les bilans de la coalition ne peuvent être vérifiés de sources indépendantes et les houthis ne communiquent que très rarement sur leurs pertes. Ils contrôlent une large partie du nord du Yémen, y compris la capitale Sanaa. Depuis le début du conflit en 2014, des dizaines de milliers de personnes, la plupart des civils, ont été tuées et des millions de déplacés selon des organisations internationales. Si vous pensez que vous êtes loin, que l'Europe est sûre et que les régions que vous imaginez ne seront pas touchées par le terrorisme, n'oubliez pas l'histoire. Nous avons appris de l'histoire et nous ne voulons pas répéter les mêmes erreurs commises dans le passé, déclare le ministre des Affaires étrangères à l'occasion d'une réunion dite Troïka Plus avec les diplomates américains, chinois, russes à Islamabad. Si la paix règne en Afghanistan, elle aura des retombées positives au niveau mondial et régional. Si la situation se détériore en Afghanistan, cela affectera certainement le Pakistan, mais vous serez également touchés. Nous avons des intérêts dans la paix, la stabilité, le développement et la prospérité de l'Afghanistan et dans l'éducation des jeunes et des filles. Nous reconnaissons que l'Afghanistan est une société multiethnique et que nous devons prendre en compte tout le monde. Si la situation empire, la capacité du nouveau régime taliban à gouverner le pays sera sévèrement limitée, a poursuivi M. Qureshi. Il est donc impératif que la communauté internationale soutienne de toute urgence la relance de l'aide humanitaire. Il s'agit notamment de permettre à l'Afghanistan d'accéder aux fonds gelés par des donateurs occidentaux depuis que les talibans ont pris le contrôle du pays en août. Le gouvernement taliban n'a toujours pas été reconnu par la communauté internationale et l'économie déjà précaire s'écroule avec une monnaie nationale, l'Afghani, fortement dévalorisée. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont suspendu leur aide. Et c'est tout pour ce Joliba Morning News, aimables téléspectateurs. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Joliba TV News. Joliba Morning News.